merci pour la qualité des questions et qualité de l'intervention des collègues. Alors moi, je m'appelle Obras Farid Mollet, physicien diplômé de l'Université de La Réunion, mais je travaille dans l'électrochimie. Moi, je suis un électrochimiste. En général, je fais mon introduction en créole et ensuite je switch en français rapidement, puisqu'il est assez difficile d'exprimer la science des fois en créole. Et je tiens à féliciter Pablo pour la traduction qu'il a produite dans son présentation. Mais c'était présenté par toi-même. Et donc, c'est vraiment une initiative que m'encourage et moi-même, je ne l'ai pas fait. Alors, donc, ça switch en français. L'autonomie énergétique de la Réunion entre mythe et réalité. Alors, pourquoi un titre qui est un peu romanesque puisque ma proposition, moi, quand on m'a proposé d'effectuer une intervention sur cette thématique, j'ai tout de suite dit que moi, je suis électrochimiste. Je travaille sur l'hydrogène, en fait. Cependant, aborder la canne et en fait aborder tout type d'énergie nécessite d'effectuer un état de l'art, en fait, sur ce qui se passe sur l'île de la Réunion, ce qui s'est passé et quelles sont les perspectives. En d'autres termes, moi, ma proposition est la suivante. On analyse la bibliographie et on essaye de tirer des conclusions sur les informations qu'on a à disposition du grand public. Donc c'est plus une présentation de vulgarisation qui a pour but en fait de démystifier et de déconstruire, de différencier le vrai du faux. Puisque, en tant que scientifique, quand j'analyse le débat politique, les interventions médiatiques et autres, il est vrai qu'il y a beaucoup d'inventions par rapport à la problématique énergétique, notamment cette notion d'autonomie énergétique que j'ai entendue plusieurs fois dans le public. On en parlera sur la consistance de ce terme, en fait. Est-ce que c'est vraiment pertinent aujourd'hui de parler d'autonomie énergétique? Donc, je propose donc de parler de la canne énergie, qui est quand même l'objet de ce séminaire, mais aussi on parlera du solaire, qui est moi mon domaine d'activité de prédilection avec le stockage d'hydrogène, l'éolien et la géothermie. Et c'est vrai qu'il y a encore d'autres technologies à disposition, mais on a un temps restreint, donc je me suis axé sur les technologies en vigueur sur l'île avec un potentiel de production important. Mon angle d'approche aussi est un angle plutôt technique et scientifique. Je m'excuse auparavant devant vous, il n'y aura pas d'indicateur technico-économique. Alors on va donc avant d'introduire cette présentation, moi j'avais suivi une petite conférence à Sciences Po par Philippe Laroche qui montre une petite carte, une comparaison entre 5 degrés d'écart de température mondiale, puisque vous savez que l'atmosphère se réchauffe. Et on a tendance à dire que c'est pas beaucoup, mais vous voyez à gauche, donc il y a l'Europe il y a 20 000 ans, avec toutes les zones glaciaires qui sont ici, avec une calotte glaciaire de 3 km d'épaisseur, et l'Europe actuelle. Et la nuance qu'il y a entre ces deux représentations géographiques est uniquement de 5 degrés. Pourquoi dire cela? C'est que 5 degrés impactera énormément en fait notre environnement d'un point de vue climatique et géographique, et qu'il y a aussi une chose importante à noter, c'est que c'est le sud du monde qui va être impacté le plus par ce changement climatique, et donc l'île de la Réunion, puisque je vous rappelle que nous ne sommes pas en Europe. On est bien dans le sud du monde, on a tendance à l'oublier. Donc, moi, mon approche, il n'y a pas d'idée nouvelle de générer, c'est uniquement, en fait, un état de l'art, des rapports que j'ai pu trouver sur cette problématique, donc des rapports qui sont à disposition pour le grand public, donc notamment le premier rapport sur lequel je m'appuie, c'est donc qui provient de l'Observatoire de l'énergie réunionnais, donc produit par l'ADEME, qui va, en fait, donner, chiffrer ce qui se fait d'un point de vue énergétique sur l'île de la Réunion, d'un point de vue annuel. Donc on a aujourd'hui en 2021 les rapports qui traitent de 2019-2020. Et donc vous avez ici donc le mix énergétique réunionnais. Donc quand on parle d'énergie, on parle de transport et d'applications domestiques. Donc produire de l'électricité d'un point de vue stationnaire pour le réunionnais et pour aussi le monde agricole et industriel. Donc là, vous avez ici, donc, transport et applications stationnaires confondues, la répartition des énergies en 2019. Donc vous avez ici, on peut le voir, une très grande partie, énorme partie, issue de l'énergie fossile. Vous avez ici le petit package énergie renouvelable, donc bioéthanol, bagasse,
avec l'industrie issue, enfin les résidus de cette canne à sucre qui va produire de l'électricité par le biais de cette bagasse, qui est à hauteur de 6,4%. Donc on se rend compte déjà, pour poser les choses, que ce n'est pas une quantité qui est très importante. Donc la production électrique issue de la canne à sucre n'est pas une production qui est centrale en fait. Elle est non négligeable, mais elle n'est pas centrale. La majeure partie de notre électricité en 2019 provient de l'énergie fossile. Donc vous avez aussi une petite partie issue du photovoltaïque, solaire thermique, hydraulique, éolien, 0,1%. Donc déjà, en vue de ce graphe, on voit que pour l'instant, et là il y a déjà une première déconstruction qui peut être faite, que l'île de la Réunion n'est pas une île vertueuse. Ça, c'est un premier mythe à déconstruire. Nous sommes même bien moins vertueux que le territoire national français, qui est plus sain, entre guillemets, puisqu'ils utilisent le nucléaire. Donc l'île de la Réunion est une île très dépendante à l'énergie fossile. Si on quantifie, si on fait la sommation un peu de toutes les quantités qu'il y a là, nous sommes dépendants à hauteur de 87%. Donc le taux de dépendance à l'énergie fossile est égal à 87% sur notre île. Ce taux a pour tendance une stagnation et voire même une croissance. Donc la tendance en fait est dans une société qui va dépendre de plus en plus aux fossiles. Et quand on compare cela au discours ambiant, on se rend compte qu'il y a une différence de réalité. D'où notre travail de scientifique, d'analyser ces chiffres et de voir s'il y a une incohérence entre le discours local et la réalité des chiffres. Alors, vous avez ici donc l'évolution de ces quantités depuis les années 2000 jusqu'à les années 2018. Et on voit bien entendu que la Réunion va consommer de plus en plus d'électricité, donc quantifiée en mégawatts, pour arriver à 892,5 mégawatts sur l'année 2018. Donc, bien entendu, ben oui, nous consommons de plus en plus d'électricité, d'une part, puisqu'on a cette logique du tout automobile, qui est en vigueur sur l'île, qui est encore en vigueur, et je pense le sera encore longtemps, malheureusement. Et on a aussi le Réunionnais moyen, le Réunionnais type, qui va aussi avoir un mode de consommation, qui va consommer de plus en plus d'électricité d'un point de vue application stationnaire. Donc nous avons une situation de dépendance qui continue à augmenter, avec notamment donc cette quantité-là qui est en rouge, vous voyez, qu'elle a elle est plus ou moins bornée, mais on a quand même une quantité qui stagne aux alentours de 291, quelque chose qui va fluctuer, mais qui va rester dans une logique de stagnation. Donc aucune tendance à la décroissance. Un mythe aussi à déconstruire. Nous sommes dépendants du fossile, je le répète. Donc en jaune, quand même, les choses intéressantes, et je vais y venir. Vous avez ici donc les systèmes d'autoconsommation. Donc on voit aussi qu'il y a un développement qui se fait aux alentours des années 2006, où on va en fait produire de l'autoconsommation. Donc l'autoconsommation, en fait, c'est des centrales, des logiques décentralisées, où les gens vont produire leur propre électricité. Donc ça va être soit dans des zones enclavées, moi je travaille sur ces biais-là, donc on pense à Mafat, où on va produire l'électricité qu'on a besoin, et on va avoir aussi donc des logiques coopératives, des agriculteurs dans des zones enclavées qui vont produire l'électricité qui vont avoir besoin pour leurs besoins économiques, etc., etc. Donc on a quand même l'autoconsommation qui augmente depuis 2006, donc ça c'est un point positif. Maintenant, si on regarde un peu le parc de production de cette énergie sur l'île de la Réunion, donc vous avez quand même donc la majeure partie de l'énergie est centralisée au port Est. Donc c'est des turbines à combustion qui ont été mises à jour en plus il n'y a pas longtemps. Donc ils vont utiliser le fioul, le diesel ou le charbon. Donc on voit qu'il y a une centralisation de cette énergie sur l'île de la Réunion. Donc imaginons qu'il y ait une crise et que cette zone soit enclavée ou attaquée, le pire des scénarios, 87% de notre énergie s'arrêtera. Donc ça montre aussi l'insécurité énergétique dans laquelle on se situe à l'heure actuelle en 2021. Donc vous avez aussi charbon, bagasse, donc une petite partie, une partie quand même de cette énergie produite aux centrales thermiques de Bois-Rouge et du Gol.
Fuel, bioéthanol, donc nous avons ici dans le sud de l'île, le biogaz, l'hydraulique, l'hydraulique qui a été mentionné par le collègue, donc l'une des premières sources énergétiques constantes et d'envergure qui a émergé sur notre île. Donc il faut bien noter qu'avant la décentralisation française, l'île de la Réunion était totalement verte par le biais de l'hydraulique. Donc ce qui est intéressant, c'est que en fait, aujourd'hui, on est en train de faire un retour en arrière puisque nous étions vertueux. Le biogaz, l'éolien, donc bien sûr, on ne va pas installer des éoliennes dans l'ouest de l'île, donc on va se mettre sur la côte au vent, avec une ferme de 6,3 MW et les fermes de stockage de batterie. Donc là, on va être couplé donc au sodium, couplé avec des systèmes photovoltaïques. Donc on voit qu'il y a une centralisation quand même de cette énergie et que nous sommes dépendants de cette énergie fossile. Donc je le répète, ces chiffres sont accessibles pour à tout le monde par le biais de l'Observatoire de l'énergie réunionnais, donc les BER, ils appellent ça. Donc 87%, le taux de dépendance aux fossiles est de l'ordre de 87% sur l'île de la Réunion. La bagasse, si on enlève le côté déplacement, transport, donc nous produisons à peu près aux environs de entre 9 et 8% de l'électricité par le biais de la bagasse. Ce qui est important, mais qui prouve que pour l'instant, cette énergie issue des résidus carniers n'est pas l'énergie primaire. Donc ça relativise aussi notre débat sur les orientations et les perspectives énergétiques de l'île. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'énergie plus précisément. Donc on va déconstruire certains mythes. Donc pourquoi donc le solaire est quand même la ressource la plus importante sur l'île de la Réunion et dans la zone océan Indien. C'est une ressource qui est abondante et qui va permettre de réduire le taux de dépendance aux fossiles. L'inconvénient, donc, c'est que c'est une ressource intermittente. Et c'est là aussi qu'il y a une déconstruction à mettre en place. C'est qu'on ne peut pas installer des panneaux photovoltaïques sur tous les toits. C'est un non-sens. Aujourd'hui, la loi borne la pénétration du photovoltaïque à hauteur de 36% sur le réseau réunionnais. Puisque si on va au-delà de cela, on va déstabiliser et on risque le blackout. Donc l'énergie solaire est une énergie très intéressante, notamment dans les zones enclavées. Mais s'il n'y a pas de solution de stockage, on ne pourra pas démocratiser cette technologie. D'où la notion donc de stockage qui est souvent couplée dans des zones enclavées telles que Mafat ou les cirques, où en fait on va produire des usines des centrales décentralisées, où on va stocker le PV avec des batteries, des systèmes de batteries et de réseaux intelligents. Moi, c'est sur cet aspect-là que je travaille. Donc, sur l'île, pour l'instant, on utilise des batteries acides, à Mafat notamment, c'est ce qui se fait, et c'est une réelle problématique, puisque pour l'instant, le mot d'ordre, c'est développons le stockage, développons les photovoltaïques, mais on utilise pour le moment encore des batteries acides. D'où la nécessité donc de développer les batteries au lithium-ion, qui sont certes pas extrêmement vertueuses, mais moins avec un impact carbone et un impact sur la nature bien moins important que les batteries acides, mais aussi le vecteur hydrogène qui va se démocratiser dans les années à venir sur l'île de la Réunion. Moi, sur cet aspect, je suis quand même au centre des confidences. Ce n'est pas le cas sur les autres technologies en vigueur, mais je peux vous assurer que l'hydrogène est en train de se démocratiser sur l'île. Alors, vous avez la référence, donc c'est mes travaux de thèse qui ont été produits en 2018, où on a essayé d'analyser cette technologie et voir les verrous qui restent pour sa démocratisation. Bon, qui n'est pas l'objet de cette conférence. Alors, la géothermie, donc pourquoi moi j'ai abordé ce sujet, puisque c'est un sujet qui est un peu tabou, et c'est paradoxal, puisque nous sommes sur une île qui disposerait d'un potentiel géothermique. Cependant, il y a eu aussi une construction. Il y a eu un mythe sur cette technologie, puisque les précédentes mandatures régionales ont diabolisé en fait cette technologie. Je me rappelle, moi à l'époque, j'étais encore étudiant en France là-bas, et j'avais vu Zinfo 974, bon, qui n'est pas une référence, mais qui est un site d'information quand même, où on voyait en fait la plaine des sables, et dessus il y avait un montage avec une espèce d'usine toute rouillée.
Donc il y a eu une construction en fait, et il faut déconstruire cela. Et c'est là notre rôle de scientifique, il faut bien poser la problématique. Donc la géothermie en fait est une technologie qui va permettre d'extraire les fluides géothermales, donc des fluides qui vont être à proximité de sources de chaleur et qui vont pouvoir être convertis par le biais donc de procédés qui sont plus ou moins matures. Vous avez déjà des installations en Afrique, au Kenya, dans les Caraïbes, en Islande. Et en fait, on va convertir ce fluide géothermal chauffé en électricité. Donc vous avez, cette conversion va se faire via des pompes à chaleur, et on va avoir différentes applications pour la géothermie possibles en fonction du potentiel. Donc la basse enthalpie, où on va faire des applications, on va dire domestiques, on va chauffer les maisons, on va faire de la nourriture, etc. Donc la moyenne enthalpie, où on va faire cela mais avec une échelle un peu plus grande, et la haute enthalpie, où là on va produire de l'énergie. Donc c'est vrai que moi j'ai analysé un petit peu la biblio, et je suis tombé sur les travaux d'une collègue, bon c'est une thèse, c'est pas des papiers scientifiques, mais c'est quand même intéressant. En 2020, caractérisation du système hydrothermal du Piton des Neiges par des méthodes géochimiques et isotopiques, et en gros c'est une docteure qui a quantifié le potentiel géothermal de l'île en 2020. Les conclusions sont assez intéressantes. Donc ils estiment que la température des eaux thermales en profondeur ont donné jusqu'à 210 degrés en fait, et le seuil minimal pour produire de l'énergie à haute enthalpie est de 150 degrés. Donc en fait elle a prouvé par la modélisation, donc il y a bien sûr une marge d'erreur, qu'il y aurait un potentiel géothermique important. Alors ce potentiel se situerait à Salazie et Sillaos. Alors le verrou qu'il y a, moi je vois venir déjà les critiques sur ce point, c'est que nous sommes sur des zones instables. Nous sommes dans le parc national aussi qui a sanctuarisé ces endroits, et donc il y a forcément une question éthique et de protection de la nature à mettre en place. Donc il y a clairement en fait, en vue de cette conclusion, un débat à mettre en place dans la société. C'est pour ça que moi aujourd'hui j'ai choisi de présenter cela, puisqu'en fait on aurait un potentiel géothermique qui permettrait lui d'arrêter cette dépendance aux fossiles, qui n'est pas le cas en fait de la canne, on va le voir, qui va permettre de réduire, mais qui ne sera en aucun cas une solution primordiale, fondatrice en fait de notre autonomie énergétique. Alors là, donc, avant de parler de la canne, il faut parler bien sûr de la biomasse. Donc la biomasse, vous avez plusieurs techniques. Donc la combustion qui est à l'œuvre actuellement, la gazéification, où on va transformer cette biomasse en gaz, la pyrolyse, donc là c'est une décomposition de matière, et la méthanisation, où on va produire du méthane à partir d'un procédé de dégradation. Donc la canne énergie, donc pareil, moi je ne suis pas au centre des confidences. Je tiens à le dire, je pense qu'il y a des gens qui sont bien plus spécialisés que moi sur la canne d'un point de vue technique dans cette assemblée. Mais moi j'ai analysé donc un rapport qui a été produit en 2021, un rapport ministériel nommé Perspectives de la filière canne sucre Rhum énergie en Outre-mer. Donc c'est un rapport qui va comparer ce qui se fait à La Réunion, en Martinique, en Guadeloupe. Il est vraiment intéressant, je vous propose de le lire si vous avez le temps, et il y a vraiment des pistes intéressantes. Donc vous avez ici un graphe qui a été produit par Albioma, donc, où vous avez ici en fait une quantité qui donne les quantités de sucre, fibres et eau dans la canne à sucre et dans la bagasse. Donc en gros, vous confirmerez ou pas, les spécialistes de la canne, donc la canne à sucre actuelle cultivée sur l'île de la Réunion contient 15% de fibres. Donc vous avez en 2018 une production issue de cette canne à sucre de l'ordre de 240 gigawattheures de la bagasse, qui va représenter 8% de la consommation électrique en 2018. Donc en 2019, je crois que nous sommes sur des chiffres qui sont plus ou moins dans cet ordre de grandeur. Donc déjà, pour répéter ce que j'ai dit, la canne à sucre représente une quantité qui est quand même minime de notre production électrique. En général, donc, il a admis qu'une tonne de canne produit 300 kg de bagasse. Donc on voit aussi le rapport en termes de rendement de masse. Et donc, alors pourquoi ces chiffres? Puisque, comme l'a été mentionné nos collègues, l'industrie agricole centrée sur la canne n'est pas centrée sur l'énergie.
Donc, sur l'île de la Réunion, la canne à sucre va produire du sucre. Et je pense que ça a été mentionné, nous sommes dans un environnement concurrentiel, avec des mastodontes dans le monde, et donc nous sommes aussi sur une industrie, donc là je sais qu'on commence à frôler des débats un peu houleux, mais qui n'est pas rentable, qui est fortement subventionnée et très fortement politisée. Très fortement politisée. C'est une conclusion très intéressante de ce rapport, et donc c'est vrai que la production d'énergie par ce biais est pour le moment minime. Donc d'où les perspectives qui ont été étayées dans ce rapport. L'idée de la canne énergie, donc, c'est le développement d'une canne fibreuse, donc qui a pris naissance, il faut bien le savoir, aux Antilles, puisque aux Antilles vous avez eu le scandale de la chlordécone, et ils se sont dit on ne peut plus produire donc de sucre par nos cannes à sucre, donc est-ce qu'on ne pourrait pas produire de l'énergie? Donc l'idée a émergé aux Antilles et a été amenée ensuite sur l'île de la Réunion. Et l'idée, ce serait de produire une canne à sucre plus fibreuse, allant jusqu'à 24% de taux de fibre. Donc c'est ce qui est mentionné dans le rapport. Donc c'est un modèle qui est intéressant, puisqu'il pourrait être appliqué dans les zones, soit dans les zones qui ont été contaminées, donc ça c'est plus le cas aux Antilles, quoique peut-être qu'à La Réunion aussi on a des zones contaminées, et aussi dans des zones où la culture actuelle ne peut pas être produite. Donc je pense aux terrains en friche, je pense aux hauteurs de l'île, où vous avez des zones qui sont en friche et difficilement accessibles à la production industrielle de masse. Vous avez aussi un deuxième aspect, dans l'aspect canne énergie, c'est la production de bioéthanol provenant de la mélasse. Alors, ces deux aspects, donc pourquoi moi je les ai exposés? Puisqu'ils apparaissent dans la PPE. Donc la PPE, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été fait entre 2019-2023, et qui va en fait exposer les différentes orientations énergétiques de l'île. Et dans cette PPE, qui a été rédigée par la région, l'ADEME et l'État, donc c'est vraiment un rapport d'application, d'exécution. Ce n'est pas des perspectives théoriques et idéologiques, on est vraiment sur de l'opérationnel. Et donc, vous avez, il mentionne qu'il y a une poursuite d'activité donc sur la turbine à combustion par Albioma, et qui utiliserait en gros les volumes de mélasse non consommés par les distilleries. Donc là, vous êtes sur une centrale de conversion qui serait utilisée dans le cas de sous-consommation du réseau fossile. Alors, plusieurs scénarios se profilent, et ça va être un peu l'objet du débat. Donc, le premier scénario, ce serait d'optimiser la part énergétique dans la filière canne à sucre par la culture de variétés de canne mixtes. Donc, ça recoupe un peu avec ce que monsieur a mentionné, c'est que on ne va pas, je pense, migrer sur une migration totale de la canne sucre vers une canne fibre. Donc, l'un des scénarios les plus pertinents, ce serait de produire une canne plus fibreuse, mais qui continuerait à produire une quantité de sucre et qui permettrait aussi de développer cette logique de canne fibreuse. Donc avoir un potentiel énergétique plus important. Donc ça, c'est un scénario qui a été mentionné. Deuxième scénario, donc faire émerger une filière canne 100% énergie. Donc là, vous aurez donc valorisation énergique de la bagasse issue de la canne fibre dans les deux centrales Albioma existantes, puisque Albioma est à la main mise sur cette conversion. Et une partie du jus de cette canne fibreuse serait convertie en bioéthanol. Vous avez notamment la création d'une nouvelle centrale thermique, donc il y a un projet, on le mentionnera, pour valoriser la bagasse et le bioéthanol issu de cette canne fibre, approvisionné par le potentiel cannier du secteur de Saint-Benoît. Ensuite, troisième scénario, donc créer une filière toute énergie alimentant les centrales thermiques actuelles par le transfert foncier cannier mécanisable actuel vers la culture de canne fibre avec un allongement de la période de récolte. Donc, vous avez ici trois scénarios qui se profilent. Donc, un scénario, si on résume un peu, qui prendrait l'existant et qui irait vers une transition plus ou moins douce. Un deuxième scénario qui, donc lui, serait plus radical, où il y aurait une migration totale en fait du parc agricole, des hectares agricoles en vigueur vers une canne à sucre dédiée à l'énergie.
qui est à mon sens un peu plus difficilement réalisable étant donné les aspects culturels et sociaux qui ont été énoncés par mes collègues sur cette canne à sucre, et aussi un scénario où on développerait une filière pour les zones enclavées de l'île, donc sur des zones qui sont actuellement en friche et qui ne sont pas exploitées d'un point de vue agricole. Alors la PPE mentionne d'ici 2028 une expérimentation dédiée à la canne fibre d'une puissance de 4 MW, ce n'est pas vraiment très important, mais on voit qu'il y a quand même des expérimentations qui vont naître dans les années à venir. Mais ce qu'il faut retenir aussi de ces perspectives, que nous sommes encore dans les phases d'études et d'expérimentation. La canne fibre est une perspective intéressante, mais n'est pas pour le moment une perspective qui est viable, je pense, au court et au moyen terme. Alors, je vais prendre un petit peu de recul maintenant, ayant décliné ces différentes technologies, et vous parler un peu de cette PPE. Donc la PPE, donc, je l'ai déjà mentionné, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est là qu'il faut, je pense, alerter les gens. Et c'est pourquoi moi j'ai accepté d'effectuer cette présentation. C'est que donc vous allez avoir en 2023, et c'est déjà acté, la migration des centrales thermiques de biomasse, donc Bois-Rouge, GOL, EDF, pays, vers de la biomasse. Alors dit comme ça paraît super, on va quitter le fossile pour aller vers la biomasse, puisque nous sommes contraints par la loi d'aller vers cette logique, en 2020 à 50% d'énergie renouvelable, et en 2030 à 100%. Donc nous sommes déjà hors la loi, pour information. Cependant, les études de quantification ont prouvé que nous avons 100 000 tonnes de biomasse locale sur notre île, sans compter la bagasse. Avec la répartition actuelle du territoire et le potentiel énergétique de cette biomasse, nous avons 100 000 tonnes. Mais on en a besoin de 700 000. Donc je vous laisse faire la soustraction. En gros, nous sommes en train de quitter une zone de dépendance au charbon vers une situation de dépendance à la biomasse. Donc qu'est-ce qui a été prévu ? C'est d'importer 700 000 tonnes de biomasse solide ou liquide, je tiens à le mentionner, il manque l'information, et de compléter cela avec 100 000 tonnes de biomasse locale, de la bagasse et éventuellement une production issue de la canne fibreuse, qui est encore en débat, je pense, avec les acteurs locaux. Donc c'est vraiment pour moi, c'est un non-sens. Et c'est pour ça que quand j'entends la notion d'autonomie énergétique, je trouve ça paradoxal, puisque il n'y a plus d'autonomie. La vision qui a été mise à jour nous éloigne de l'autonomie énergétique de l'île. Nous allons tendre vers une nouvelle situation de dépendance. Donc dans ce cadre-là, sur les côtés positifs, je pense qu'il y aura donc un développement des ENR intermittentes. Donc je pense au solaire et à l'éolien. Moi-même, je suis un acteur donc, du développement du stockage par le biais de l'hydrogène. Ce développement va se situer dans les zones enclavées de l'île, c'est un fait. Donc vous avez déjà des centrales installées à Mafat, vous allez en avoir à Lillette, à Bourse, etc. L'hydrogène va arriver dans le domaine du transport en commun. Une optimisation aussi du parc hydroélectrique, qui est un parc qui est vieillissant, qui peut encore produire, qui peut être amélioré en termes de rendement. Et aussi, quid de la géothermie qui, à mon sens, devrait faire état d'un débat public pour vraiment mettre devant la société réunionnaise les inconvénients et avantages de cette technologie qui pourrait nous permettre d'avoir réellement une certaine autonomie énergétique, qui n'est pas le cas, j'insiste sur ce fait. Lorsqu'on importe 700 000 tonnes de biomasse solide venant d'Afrique, nous ne sommes pas dans une situation d'autonomie énergétique pour appuyer les propos. Pour terminer, donc, et place au débat, moi, quand je fais des présentations, je dis que souvent, la première source énergétique de l'île a été l'homme noir. L'esclavage a été une problématique énergétique, on peut le voir comme ça. De fait, il y a une phrase d'un sociologue qui dit que le choix d'une énergie est le choix d'une société.
Et clairement, là, nous sommes sur un palier de notre histoire où il faudra choisir un modèle. Ce modèle ne sera jamais 100% vertueux. Le tout renouvelable n'existe pas. Donc ça va être un mix entre l'agriculture, cette fameuse canne, la bagasse, la canne fibre, le solaire, les énergies des mers, qui ça n'a pas été mentionné ici, éventuellement la géothermie, l'éolien. Donc, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un choix de société et il ne faut pas attendre que ce changement vienne du haut. Moi, je crois beaucoup dans les initiatives locales, je crois beaucoup dans les initiatives associatives et autres. Donc, je pense que c'est à nous d'impliquer, de produire le DIRAC qui impliquera le changement et non pas l'inverse, puisqu'on voit que on nous amène sur une situation de dépendance. Merci à vous. Oui, alors on va donc passer au débat avec Farid. On a pris du retard, mais tant pis, hein, il y a encore des intervenants qui sont encore coincés sur la route du littoral, notamment Sheila Narayanin pour 14 heures. Donc Coraline n'est pas là pour faire passer le micro. Est-ce qu'il y a une question pour Farid? Je vais venir écouter. Vous avez un masque. Voilà, merci pour cette belle démonstration. C'est vrai que donc toutes ces projections en termes d'énergie, de besoin en énergie, c'est assez affolant, mais il y a une question qui reste en suspens, c'est le changement de mentalité et le changement de société concernant notre propre consommation. Ça transparaît à travers ce que vous avez dit, mais ça n'a jamais vraiment été mentionné. Et je pense que là, il y a aussi un point clé, parce que, bien sûr, produire de l'énergie propre, c'est quelque chose de très vertueux, mais aussi savoir réduire sa consommation électrique, je pense que c'est aussi une question qu'il faut poser, et c'est une question de société véritablement. Totalement, je suis d'accord avec vous. C'est vrai que bon, le temps est parti, on ne peut pas aborder en fait toutes les problématiques de maîtrise énergétique, de sobriété, de pédagogie. Moi-même, je suis enseignant, j'interviens dans des lycées, à l'université aussi, et on appuie sur ce point. Après, en toute franchise et en toute honnêteté intellectuelle, je ne crois pas dans la décroissance voulue. Je crois dans la décroissance imposée par des catastrophes. On a pu le voir. Donc, est-ce que le Réunionnais va changer ses habitudes? Je n'ai pas la réponse et je ne suis pas très optimiste sur ce point. Ma question était, c'était le même sujet sur la réduction de consommation, dont vous venez de donner une réponse. Pour autant, je pense qu'en termes d'éducation et aussi de volonté politique, on doit pouvoir aussi influer un petit peu sur les choses. Au moins sur leur évolution. Et j'avais une question parce que c'est pas clair dans ma tête, vous avez parlé de limitation du solaire à 36%. Est-ce que vous pourriez préciser exactement ce que ça recouvre? Alors, l'énergie solaire, l'énergie éolienne sont des énergies intermittentes, c'est-à-dire quand vous avez du soleil ou du vent, vous allez avoir une production. Quand il n'y a pas de soleil ni de vent, vous allez ne pas avoir de production. Donc c'était une énergie par définition qu'on appelle intermittente. La problématique du réseau, là c'est une problématique qui est purement technique. Un réseau électrique ne peut pas encaisser une certaine dose d'instabilité. Donc cette dose d'instabilité, elle a été quantifiée par la loi, donc il y a un cadre législatif qui a été mis en place. Ce cadre est en train d'être repoussé. Donc, si je ne me trompe pas, on est aux alentours de 36% d'insertion d'énergie intermittente sur le réseau. Et on va essayer par des biais technologiques, donc là c'est plus la problématique d'EDF, de repousser cette quantité d'instabilité sur le réseau. Moi, l'image que je donne, c'est, imaginons que vous avez une classe de 20 élèves dedans, voilà, il y a 2 élèves qui foutent le bordel, toute votre classe. Vous allez pouvoir la gérer. Si vous avez 5-6 élèves qui sont un peu instables ou bruyants, vous allez avoir une classe qui est incontrôlable. C'est un peu la même problématique. On ne peut pas
insérer trop d'instabilité sur un réseau. C'est pour ça qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, mettre tous les toits de la Réunion, équiper tous ces toits de panneaux photovoltaïques. C'est un non-sens. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a une quantité de l'énergie produite par ces PV qui est délestée par EDF, puisqu'on ne doit jamais dépasser une certaine limite d'instabilité, d'énergie intermittente, peut-être le mot instabilité est fort, d'énergie intermittente sur notre réseau. Oui, je ferai la même observation que les autres intervenants. On ne parle pas de réduction, et moi je suis persuadé, dès l'instant où on mesure, on observe, on peut réduire. J'ai fait l'expérience. Maintenant, concernant l'énergie solaire, vous dites que c'est indécent d'imaginer les panneaux solaires sur toutes les maisons. Je ne dis pas toutes les maisons, mais aujourd'hui, le soleil est une source d'énergie, il faut en profiter. Et je pense que pour profiter, il faut qu'il y ait des mesures qui facilitent ceux qui veulent installer les panneaux solaires sur les maisons. Pour être autonome en énergie, peut-être aussi voir l'excédent d'énergie, même si c'est instable. Mais ce que je dis, moi, il faut subventionner davantage ceux qui veulent installer sur des maisons individuelles des panneaux solaires. Moi, je suis assez d'accord avec vous, et je dirais même que ça a déjà plus ou moins été fait. Il y a eu quand même, d'un point de vue étatique et même local, des institutions qui ont aidé les Réunionnais à installer des systèmes PV sur les toitures des maisons. Alors, moi, ce que je dis dans cette présentation, j'essaye de déconstruire ce mythe du tout solaire, je dis qu'il faut penser solaire et stockage. Vous ne pouvez pas penser que solaire. Il faut penser solaire et stockage, c'est-à-dire que l'avenir qui se profile, c'est quoi? C'est que vous allez avoir, imaginons, à l'échelle d'un quartier, des installations, une ferme PV, par exemple, panneaux photovoltaïques, et associé à cela, vous allez avoir un réseau intelligent qui va gérer en fait la production, la consommation et le stockage. Et on va avoir en fait des systèmes de stockage. Donc la vraie problématique, à mon sens, là ça n'engage que moi et pas l'Université de La Réunion, puisque je fais cette présentation en mon nom, c'est le développement de l'hydrogène et des batteries lithium-ion qui vont permettre de stocker cette énergie-là. Dès lors qu'on aura des systèmes de stockage qui vont être efficients, économiquement rentables, parce qu'on est quand même sur cette problématique-là, on pourra démocratiser à souhait en fait cette énergie, le solaire, mais au même titre que l'éolien. Mais on ne peut pas parler de solaire de manière isolée. C'est ça mon message de fond. Je n'ai pas dit que le solaire n'est pas une énergie intéressante. C'est l'énergie centrale en fait de l'avenir de La Réunion, mais aussi de Maurice, de Madagascar, des îles en fait de l'océan Indien et même éventuellement des îles du Caraïbe, de la Caraïbe. Bonjour, ma question c'est concernant les panneaux photovoltaïques. Quand je vois le développement des fermes photovoltaïques sur les terres agricoles, carrément plein champ, pas sur des serres qu'on peut cultiver dessous. Et c'est parce qu'il y a des avantages et ces groupes de constructeurs de panneaux photovoltaïques, des fermes photovoltaïques, ils ont trouvé ça bien de faire ça pour pouvoir avoir la défixe. Et je trouve que c'est désolant, parce qu'il y a assez de bâtiments publics et on a des hangars dans les zones industrielles, mais ils continuent à le faire, mais on arrive à bloquer en CDPNAF. Et après, je reviens sur la canne énergie. La canne énergie, en tant que syndicaliste, on sait que dès qu'on parle d'énergie, replanter un hectare de canne, ça coûte, et on n'aura plus les aides de l'Europe. Et c'est pourquoi il faut toujours dire sucre énergie pour pouvoir bénéficier des aides.
Et après, on entend souvent dire que la canne est trop subventionnée. Hein. Ben, tout le monde est subventionné. Les transporteurs, ils achètent un bus, il y a des subventions. Mais on dit jamais, mais on dit toujours la canne est subventionnée. C'est un peu choquant pour le monde agricole. Parce que c'est vrai, faut partir vers plus de diversification au niveau agricole, hein, et c'est ce que tout le monde est en train de faire. Hein, mais dire que la canne est subventionnée, et un jour il faudra arrêter de dire que la canne est subventionnée, parce que même les jeunes qui touchent le RSA à 25 ans, et les fonctionnaires qui touchent des aides, des primes à la fin de l'année, et ben on peut dire aussi que c'est subvention. Merci. Sur ce point, c'est pour ça que quand j'ai mentionné cette problématique de la canne, qui est un sujet sensible, et je suis désolé si vous avez été peut-être choqué par mes propos, mais moi, en tant que scientifique, je fais que regarder la réalité. On ne peut pas nier que c'est une industrie qui est aidée, mais je suis d'accord avec vous, comme la majeure partie en fait, des secteurs réunionnais. Moi, par rapport à la problématique de la canne, ce que je veux dire, c'est que il faut voir que l'avenir réunionnais tel qu'il a été défini par les anciennes mandatures, c'est la biomasse. C'est acté. Donc on verra, là, il y a eu un changement de mandature régionale. Est-ce qu'il va y avoir des réorientations? Je ne sais pas. Mais en gros, 50% de notre énergie va être en fait produit par de la biomasse. Pour l'instant, 9%, 8 à 9% proviennent de la bagasse. Donc en fait, ce que je veux dire à travers cela, c'est que la canne est déjà un acteur de la production énergétique, mais deviendra encore plus important d'un point de vue de son rôle, étant donné l'importance de la biomasse. Et l'enjeu qu'il y a, c'est quoi? C'est qu'ils vont importer cette biomasse, 700 000 tonnes. Donc il y a nécessité à ce qu'il y ait un positionnement, à mon sens, des agriculteurs, des syndicalistes par rapport à cela, pour dire que il faut faire partie de cette architecture de biomasse. Et donc, à mon sens, la canne ne pourra pas se définir comme canne sucre. C'est déjà plus le cas, hein. Mais l'avenir, comme il se dessine, va placer la canne énergie au centre du débat, à mon sens. Et quand on analyse cette PPE, on voit que on ne pourra pas arriver à 100% d'énergie renouvelable sans ce biais-là, puisque la géothermie n'est pas prise en compte. Donc moi, quand je regarde, ce qui reste, c'est cette bagasse, l'optimisation de cette bagasse, l'optimisation de la partie canne fibreuse, éventuellement le bioéthanol, ça peut être aussi une solution. Et pour ce faire, donc, comme je l'ai mentionné, pour information, donc vous avez des expérimentations qui vont arriver d'ici 2028, donc au moyen terme. Donc je pense qu'il faut rester à l'écoute de cela et se positionner par rapport à cette PPE qui est un crime contre notre autonomie énergétique. Juste une petite observation en attendant la question. J'observe les débats et je me rends compte que en fait, c'est un peu normal qu'il y ait un décalage entre le discours scientifique et la réalité qui est vécue par les habitants, par la masse économique. Mais effectivement, on est là pour apporter ces notions scientifiques et il faut que les choses fassent leur chemin et qu'il y ait une sorte d'adaptabilité de la société à ce que la réalité aussi scientifique, les recherches avancent. Donc ça demande du temps. Ça demande une prise de conscience. On n'a pas dit qu'il faut changer tout de suite, et voilà. Mais c'est normal qu'il y ait un décalage entre le discours qu'on tient, nous, et peut-être la réalité sociale. Voilà. On va peut-être prendre encore une question, et cet après-midi, on peut se retrouver encore. Hein, une remarque. Oui, je voulais remercier parce que c'est quelque chose que j'ai dit sur la subvention, et vous avez raison. Mais justement, quand on compare avec les villes de l'Amérique latine ou les sociétés latino-américaines, c'est extrêmement important de voir que le problème, ce n'est pas les subventions, parce que, comme vous dites, l'État-providence de l'Europe, ça a été justement la construction sociale qui a évité la répétition des guerres civiles, crises, etc. Et ça arrive dans tous les secteurs. Le problème, c'est que la canne à sucre dépend d'une politique agricole commune qui s'est faite en Europe, qui est quand même l'Europe des marchés, et qu'ils vont décider à un moment donné d'enlever la subvention de la canne à sucre. Ils vont peut-être garder la subvention pour l'éducation, pour la santé, etc. Pour quelques temps, on ne sait pas, parce qu'ils sont en train de se mettre en concurrence avec la Chine, avec le Brésil, qui ce sont des sociétés capitalistes qui ne sont pas des États-providence du tout.
Donc la difficulté, c'est ça. Il ne faut pas penser le fait que ça soit subventionné comme quelque chose de négatif. C'est justement la valeur ajoutée de l'Europe. Mais qu'il y a le secteur agricole qui va souffrir les premiers, en fait. Parce que malheureusement, l'Union européenne va l'obliger à être en concurrence avec des marchés chinois, avec des marchés africains, avec des marchés latino-américains. Et pour moi, quelqu'un qui aurait l'occasion de voyager en Amérique latine, il sait très bien qu'un État qui ne fait pas justement la redistribution économique via les subventions, les aides, etc., c'est une crise sociale constante, c'est des villes invivables, c'est la pauvreté absolue, c'est les conflits sociaux partout, c'est les quartiers défavorisés qui deviennent des ghettos, enfin, incontrôlables. Il suffit d'aller au Brésil pour savoir qu'est-ce que c'est, en fait, ou pour aller, je ne sais pas, à l'Amérique centrale. Et l'Europe n'est pas capable... Enfin, si l'Europe tombe dans les mêmes pièges, s'il commence à déréglementer et il commence à enlever l'argent, il faut prévoir ça. Et nous, on est très très loin de l'Europe depuis ici, en fait. Donc on est en quelque sorte les dernières bout de la chaîne. Si on peut être de retour à 14h. Merci pour votre présentation. Donc j'ai beaucoup appris sur la géothermie, dont j'en avais entendu parler, mais où je n'avais pas eu plus d'éléments que ce que vous venez de présenter. Je me permets d'être malicieux et de vous poser la dernière question qui est sur votre slide. Quid de la géothermie? Donc vous avez dressé comme des perspectives assez intéressantes, donc avec un vrai potentiel pour le territoire, malgré donc la PPE qui est en cours. Quelles seraient les prochaines étapes pour pouvoir mettre en place de la géothermie à La Réunion? Combien ça coûterait? Qui serait décisionnaire en la matière, que la région ou d'autres? Donc voilà, merci. C'est une bonne question et en toute honnêteté intellectuelle, moi j'ai pas toutes les réponses à cela. Combien ça coûte, je ne sais pas. Pour l'instant, on sait d'un point de vue économique que l'énergie la moins rentable actuellement, c'est le solaire. La plus rentable, c'est le biogaz. En ce qui concerne la géothermie, donc il y a vraiment en fait l'étape de la faisabilité. On est vraiment, c'est pour ça que j'ai mentionné une thèse. Donc on parle de thèse. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment au stade embryonnaire de la recherche où on va quantifier ces potentiels géothermiques. Ensuite, il y a la question aussi de la pérennité de la ressource, puisque c'est bien beau d'extraire le fluide, il faut aussi qu'il y ait une ressource, une renouvelabilité en fait, de cette ressource. Donc il y a aussi des études de pérennabilité pour voir en combien de temps en fait, on a la ressource qui se reconstruit. Et ensuite, il y a les études de faisabilité sur les implémentations industrielles. Donc à mon sens, pour répondre simplement, on est sur des visions moyen terme. On est sur des visions moyen terme. Associé à cela, en plus du travail scientifique et technique, il y a un travail aussi de pédagogie. Puisqu'il y a eu une construction, et c'est pour ça que entre mythe et réalité mythologique, il y a une mythologie en fait, qui est en vigueur ici à La Réunion sur l'énergie, pour, je pense, masquer cette situation qui est très grave en fait, d'un point de vue de dépendance aux fossiles. Donc il y a aussi une pédagogie à mettre en place. Donc moi je serais pour un débat public. Et là, en termes de responsabilité, je pense qu'il y a les institutions. Donc, quand on parle de PPE, on parle de la région, on parle de l'État, on parle des distributeurs tels que d'EF, et aussi on parle éventuellement, pour exemple, moi j'écoute des fois les radios voilà, d'ici et d'ailleurs. La PPE d'Île-de-France est négociée sur France Inter, est débattue sur France Inter. Vous voyez ? Ici, la PPE, il y a une espèce d'opacité autour de cela, et c'est pour ça que ce serait intéressant qu'il y aurait des débats de ce type avec les élus. Donc peut-être qu'il y en a et que je ne suis pas au courant, je prends mes précautions là-dessus, mais je pense qu'il faut instaurer un débat public, puisqu'on va aussi se buter à la problématique de notre environnement. Il faut bien être conscient de cela. À un moment donné, il faudra lâcher du lest. La route du littoral, c'est un débat qui est difficile aussi. On peut aborder ce sujet. Il y a eu une déperdition de notre environnement. Il y a eu une destruction du littoral, de la possession, mais le choix a été fait. Donc à un moment donné, il faut se positionner aussi. On est de plus en plus nombreux sur notre île, on consomme comme des Européens. Nous n'avons pas de ressources fossiles en interne. Le monde est en train de changer. Qu'est-ce qu'on fait ?
est-ce qu'on déleste, est-ce qu'on donne une partie de notre très belle nature pour la production énergétique? Donc tout ça, c'est un débat pour moi à mettre en place. C'est pas des logiques dictatoriales de choix comme ça, non, il faut mettre un débat en place. Donc c'est pour ça, je pense, on est vraiment sur du moyen, voire long terme. Bien, écoutez, merci beaucoup Farid, on peut l'applaudir. Voilà. Excusez-moi, cousine, prendre des petites minutes. Ben, pour être un peu plus malicieux que M. Genzila, moi, ce qui fait le plus rire, moi, est-ce que je trouve que c'est une ironie sarcastique, c'est quand tu as pas moins 45 minutes d'embouteillage sur le littoral pour y écouter un débat sur les énergies renouvelables. Mais ça, c'est pour le caractère tragique de notre nation au quotidien. Juste quelques considérations, parce que le frère connaît, c'est quoi mon point de vue sur l'affaire. Mais je trouve très intéressant le fait que je l'organise un débat, une présentation croisée de la canne, de la question foncière à la question énergétique. Parce que si nous voulons rentrer dans la chair de la réalité telle que les ordi, telle que Farid l'a présenté, effectivement, on a une déconstruction, mais je pense autour du jargon et de la terminologie quant à l'autonomie, et le frère connaît une position là-dessus. Et nous, personnellement, nous préférons opter de plus en plus pour les questions des souverainetés au pluriel, avec une question centrale de la souveraineté territoriale, qui décline à l'île autour de plusieurs axes. L'agriculture, avec la question de l'alimentation, le logement, le transport que les corrélés, et puis cette fameuse question énergétique. Mais je rappelle qu'en 2017-2018, nous avions échangé avec Farid d'ailleurs sur cette fameuse question de la canne fibre, et que l'une des préconisations qui ont été faites, c'était qu'effectivement, on aurait eu un modèle un peu zoné, où ça ne touche pas au foncier cannier tel que l'il est actuellement, mais que nous attaque par exemple les mi-hauteurs, voire les hauts, avec un zonage notamment par le CIRAD sur bonne zone que serait en friche, parce que certaines études de 2008-2010, après il faut revoir les chiffres, il dit qu'à peu près avec 27 hectares de foncier en friche agricole, avec bonne culture en rotation, il permettrait d'atteindre une perspective quant à la souveraineté alimentaire. Après, il faut choisir le bon produit, les modalités culturelles de la gastronomie réunionnaise, donc ça nous consomme, mais permettre à moins par ce biais-là de rentrer un peu dans le vif du sujet, c'est-à-dire en 150 ans, 200 ans, et vu l'institution qui accueille à nous, où ça, nous l'a sué de sucre comme de sang, et le sang est pour nous, le sucre est pour les autres, il est toujours à peu près le cas, c'est-à-dire que, cause sous contrôle de monsieur qui connaissait un peu mieux que moi, il m'y pense, à chaque fois qu'on a eu, même depuis 2017, la grève des planteurs sur la renégociation de la Convention Cannes, nous connaissons que la formule de richesse n'a jamais été revue depuis quoi, 45 ans, 50 ans, avec la règle des fameux 1 tiers, 2 tiers, ou je ne sais pas quoi ça, là, et que dans tous les cas, question monopolistique dans l'économie réunionnaise, à chaque fois que l'opérateur industriel il conserve la part des sucres spéciaux sur laquelle nous pouvons avoir un marché de niche, et comme monsieur l'a dit, vu que nous rentrons maintenant dans un marché concurrentiel parce que la PAC qui va être revisitée, parce que nous les concurrentiels maintenant avec des pays comme la Pologne, des pays comme la Bulgarie, comme la Roumanie, et que nous rentrons dans un marché intégré, avec moins d'accords APE et consorts. Donc oui, la nécessité à poser la question, que ça nous fait de ce fameux can que la fait transpirer de sucre comme de sang, et est-ce que demain, il doit transpirer, un peu comme Farid a dit, l'énergie de monde que la travaille pour ça. Donc la question de la canne fibre, et Farid dit dans les taux, il n'y a même pas nous, typiquement sur ce dont nous avons besoin, parce que la biomasse, il couvre quoi, 6,7-8% du besoin énergétique aujourd'hui, mais il y a un débat qui pose depuis le 10 décembre 2020, et c'est ce dans lequel on a commencé à rentrer, on a commencé à combattre, et sur lequel nous combattons toujours, c'est que la fameuse PPE de la région, comme Farid a dit, il a été révisé à la hâte en novembre 2020. Et en novembre 2020, pour des considérations politiques, cette PPE a été changée pour revenir sur une position quant à l'UVE de Saint-Pierre, qu'elle a été refusée pendant 10 ans. Avec l'octroi des crédits qui dépasse les 50 millions pour financer un projet qui avoisine les 400 millions et qui ne traitera jamais l'intégralité des 249 000 tonnes de déchets que nous produisons dans le sud-ouest et près des 250 000 que nous produisons dans le nord-est. Donc, vous connaissez, c'est le fameux UVE de Pierrefonds. Et cette fameuse PPE, obligation électorale faisant, n'aurait dû être revisitée en juin de cette année. Nouvelle mandature arrivant, changement politique à la tête de l'institution régionale, et pourtant, zéro révision de la PPE. Et ce que Farid dit, c'est que dans la consécration de l'importation de 2 fois 700 000 tonnes de biomasse en bois de pelée qui vient du Canada et de l'Afrique du Sud, c'est-à-dire 1,5 million de tonnes par an, pour coller aux obligations de la LTE de 2015, qui donne à nous un horizon à 2023, de convertir les chaudières à biomasse pour que nous ne dépendions plus, comme le frère dit, du charbon, mais demain de bois, qui sort dehors, comment ça se fait
que l'ensemble des autorités locales, ils ferment les yeux et font comme si les autres oreilles les bouchaient. Alors oui, mais confirmons le frère, non, il n'est pas à l'ordre du jour, et pourtant, il n'est pas à la région. Il n'est pas à l'ordre du jour de réviser la PPE, qui consacre toujours les 400 millions à l'UVE de Pierrefonds pour faire de l'incinération, alors que la MRAE, comme la SREPEN, la sort des rapports accablants en 2020 sur la production de réfium et sur la contamination des sols agricoles aux alentours de Bourg-Murat, de la Plaine des Caves, dans des rayons de plus de 100 km, mais personne n'y bouge pas. Personne n'y bouge pas, alors que cette question énergétique, il impacte la façon dont nous mange, la façon dont nous comporte à nous, la façon dont nous déplace à nous, et la façon dont nous veut conduire encore la destinée peut-être de 800 à près d'1 million de monde dans ce petit pays que est la surface du monde ou la représentation du monde à l'échelle de notre vie. Et sur des questions politico-financières sur lesquelles nous ne veut jamais positionner à nous, ne connaît pas comment nous ça conduit à lui, et nous passe à nous de litanie en litanie des petites sornettes que nous racontent à nous d'oreille en oreille pour faire plaisir à nous limite. Et cette question scandaleuse, comme Farid y pose, qui plus est scientifiquement, il arrive même pas 2 ans. C'est Bois-Rouge dans l'Est et c'est le Gol dans le Sud. Et quand ils vendent à nous, le frère en a raison, des questions d'autonomie où ça nous sort d'un modèle de dépendance industrielle pour accrocher à nous à un autre, mais dans un petit info, il se trouve que dans les plantations de bois au Canada, c'est Albiomac l'actionnaire. Alexandre, désolé, mais on est un peu pris par le temps. Voilà, mais pas juste la dernière question. Ce que le frère oublie de mentionner, et c'est l'avis que nous voudrions avoir, de la souveraineté agricole en passant à la souveraineté énergétique, dans la question des déchets aussi qui rentrent dedans. Et oui, le frère, la géothermie, vous connaissez que moi, a toujours été partie prenante, et m'y interpelle toutes là-dessus. Étant donné que le projet a été botté en touche, il y a 10 ans en arrière, ils ont dit, nous les prêts à monter un parc d'attractions de Bourg-Murat jusqu'à la Plaine des Sables, avec l'octroi de 11 millions d'euros de la part de la région, pour aller faire un ballon montgolfier, je ne sais quoi. Alors pourquoi ils ne nous posent pas la question du potentiel énergétique de la Plaine des Sables quant à la géothermie, au lieu d'installer une station spatiale ou je ne sais quoi, à près d'11 millions. Merci. Alors, merci pour l'intervention d'Alex. Il va répondre en créole. Hein. Moi, mais les souvent des fois bilingue sur la problématique. Si les questions là en créole, il répond en créole. Si là en français, il répond en français. Souvent aussi la difficulté de bien répondre en créole, parce que des fois nous fait un espèce de créole macotte quand nous parle de technique, puisque nous n'avons pas les termes aussi pour bien répondre. Bon, bref, ça c'est sur l'aspect. Bon, Alex, là, pour ceux qui ne connaissent pas, Alex est un politicien, notamment du parti Croix-Rosée, que nous l'avons déjà travaillé ensemble sur la thématique énergétique. Il faut quand même le noter, les premiers à parler d'énergie nouvelle telle que l'hydrogène, la géothermie ou la canne fibre a été souvent fait par les partis tels que Croix-Rosée, mais aussi les partis de gauche. Hein. Il ne faut pas oublier que c'est Paul Vergès, l'un des premiers, à poser la question de l'hydrogène et de la géothermie dans le débat. Tout ça pour dire quoi? C'est que, en fait, et Alex il montre très bien, c'est que nous laissons tous une problématique politique. Et là moi, mon rôle il arrête là. Hein. C'est-à-dire que notre travail à nous, c'est vraiment d'exposer en fait une situation, et après il y a un débat politique à mettre en place, avec des positionnements tels que Alex Néna, et que nous, notre rôle de scientifique est d'alimenter ce débat par des données réelles, quantifiables et avérées. Voilà. Donc c'est vrai que la problématique énergétique est avant tout une problématique de société, une problématique technique, mais surtout, sur l'île de la Réunion, une problématique politique. C'est pour ça que moi, mon positionnement par rapport à cette PPE, m'y soutient l'idée d'un débat public. En toute transparence par rapport à la société réunionnaise, puisque pour le moment, et comme il a pu mentionner, pour le moment, le Réunionnais n'est pas informé de l'avenir énergétique de son île. Et là, il pose un vrai problème, puisque c'est des projets qui s'amènent à nous et qui ça concerne l'avenir de nos enfants. Après, pour répondre à la question des déchets, moi, sur ce point-là, en toute honnêteté intellectuelle, ma point l'ensemble des informations à disposition pour pouvoir apporter une réponse pertinente. Ce que je peux dire, c'est que la problématique des déchets est une problématique centrale pour notre île demain.
Et là, vous allez tout à l'honneur de ne pas aller au centre du débat, puisque vraiment, je trouve que c'est une patate chaude que personne n'aborde le sujet. Il y a une nécessité à poser cette question. Que faire de nos déchets? Donc, à où aborder la question des déchets sous forme de biomasse, mais il y a aussi que faire des panneaux photovoltaïques qui sont bientôt obsolètes. Que ça nous a fait des batteries acides qui polluent en fait nos ciels, les siècles mafatés. Donc, apparemment, de nombreuses nappes phréatiques seraient polluées par les batteries acides. Donc, c'est une question que les totalement que les pas mis sur la table, ils ont tout à l'honneur. Moi, je m'inviterais à élargir aussi le spectre des déchets. Il ne limite pas lié aux déchets domestiques. On a vraiment une problématique de déchets industriels et je pense que là, c'est une boîte de Pandore. Il va arrêter à moi là. Donc, rapidement aussi, pour clôturer, sur la géothermie, je pense qu'il y a eu une construction, que la précédente mandature a bien fait son travail de diabolisation et que pourquoi le parc national, ça devenait un parc d'attraction. Écoute, moi, je m'y connais que indiscriminant, c'est B au carré, moins qu'à tracer, et le reste, il laisse à notre travail. Merci beaucoup. Nous donnons notre rendez-vous à 14h, 14h15 peut-être, vu le retard. Et en tout cas, le but qui était de susciter des réflexions est réussi, parce qu'on pourrait passer des heures là, avec les spécialistes. Merci beaucoup tout le monde, à tout à l'heure.